Eh bien, bon, deux Toyota en tête. Pour l'instant, c'est le début de la course, on va dire. Donc, il faut attendre un petit peu. On sait bien que ces voitures, en théorie, elles sont quand même taillées pour une nouvelle fois gagner cette épreuve. Enfin, malgré tout, on sait très bien qu'ici, c'est une bataille, même pour les voitures les plus performantes, les meilleures équipes. On n'est jamais certain de gagner. Mais bon, pour l'instant, c'est une bonne position. Que pensez-vous des LMP2 en général, du concept? Bon, ce qui est surprenant, c'est la performance des LMP2. Aujourd'hui, les LMP2 sont extrêmement performantes. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même des voitures qui sont aussi en partie conduites par des gentlemen. Et donc, ils n'ont pas la partie facile, quoi. Parce que quand on les voit dans les Porsche, dans les virages Porsche, ça va très très vite, quoi. C'est une bonne formule, une voiture très très fiable. Ah, et alors attention là, avec la sortie de Kazuki Nakajima. Allez-y Thomas Bastin. La numéro 8 qui est bloquée, évidemment, avec la neutralisation, qui est bloquée au bout de la voie des stands et qui risque de perdre quelques précieuses secondes là-bas. Oui, et là, c'est clair que ça ne va pas du tout servir Kazuki Nakajima qui relaie justement Fernando Alonso. Alors on va guetter le passage au feu vert. Marc Arnoldi. Non, simplement pour vous dire que tableau normal, ils n'ont pas changé, c'était normal qu'ils s'arrêtent maintenant. La 7 va devoir s'arrêter un tour plus tard, à moins que... On est dans le même cas, messieurs, que pour le full course yellow tout à l'heure, dans la catégorie GT. C'est-à-dire qu'il fallait que la Toyota rentre, mais que la course était déjà neutralisée. Simplement, notamment suite à ce qui s'était passé l'an dernier. On s'en souvient avec la victoire de Porsche, notamment, qui s'était jouée. Voilà, ça repart maintenant. Forcément, cette voiture est restée donc bloquée pendant quelques instants au bout de la voie des stands. Et Fernando Alonso dans le couloir de panotage pour info, Thomas Bastin. Ah bon, d'accord, ok. On est arrivé tout près de lui et ça a été clair. Ça a été non, merci. Oui, c'est bien Kazuki Nakajima, vous le disiez. Bruno, j'ai juste une petite question à Christophe Bouchu. Bien sûr, bien sûr. Christophe, la dernière fois que vous êtes venu, que tu es venu au Mans, c'était en 2013, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, oui. Et tu n'es jamais revenu en spectateur depuis. Pourquoi cette année? Oui, pourquoi cette année? Non, c'est pas pour célébrer un anniversaire particulier, non, mais il y avait quelques raisons par rapport à des partenaires, pourquoi je suis ici aujourd'hui, donc une raison, on va dire, professionnelle, quoi. Voilà, mais bon, sachez qu'en tout cas, pour moi, j'ai toujours eu l'objectif de venir sur un circuit si je veux piloter. Il n'y a pas vraiment de raison de venir regarder les autres. C'est toujours un peu un pince-cœur, évidemment. Les 24 heures du Mans, c'est une course fantastique et on aimerait piloter chaque année. Mais bon, je l'ai fait 20 fois, j'ai eu la chance de la gagner et je me contente largement de cette performance. Tu nous as manqué en tout cas et tu as manqué au public monceau, ça c'est sûr. Si tu parles de sponsors, Bruno, peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer pour 2020. Est-ce qu'on peut envisager un retour de Christophe Bouchu? Allez Christophe. Écoute, on ne sait jamais, on sait jamais. Tout est possible. 50-50? Non, attends. 75-25, d'accord, ok. Voilà. Tant mieux. Bon, il sera là, c'est bon. Allez. Excellent. Merci Christophe, ça fait en tout cas très plaisir de te retrouver. Bien sûr la 905, mais tellement d'autres voitures également. Et puis les belles aventures dans l'équipe L'Arbre Compétition avec Jack Lecomte, entre autres références. Mais c'est vrai que ça nous fait extrêmement plaisir tout ça, de retrouver mesdames et messieurs, voilà Christophe Bouchu pour ces 24 heures du Mans. Oh, tiens, on va faire une petite photo tous les trois les amis, parce qu'on est vraiment hyper content de vous avoir retrouvé Christophe, et revenez-nous très vite. Alors, voilà. On regarde la Toyota numéro 7 parce qu'elle est dans ce paquet, la Toyota numéro 7 qui passe devant nous et s'arrête. Oui. Voilà, arrêt de Kamui Kobayashi. Oui, il est obligé là aussi évidemment de s'arrêter. Kamui Kobayashi. On a Fernando Alonso qui est à nos côtés et qui demande juste qu'on laisse passer le peloton histoire que ça fasse un peu moins de bruit et qu'il puisse entendre la question. Fernando, you had a very good stint, but unfortunately you lose plenty of time at the end of the pit lane. Yeah, well, I think it's the same for everyone. You know, you need to stop for fuel anyway. So you know, the race is long, and sometimes it will take into your benefit. Sometimes it will hurt you a little bit, but you know, overall, I think it's the first hours of the race only. Were you happy with the balance of the car? Because it seemed it was quite difficult for Sebastian in the first stint. Well, I think we are slow in general. It seems that we are losing a lot on the straights. So yeah, we have to deal with this.
Ok, thank you very much. Voilà, Fernando Alonso qui dit oui, effectivement, c'était un bon relais. On a perdu du temps au bout de la voie des stands, mais on sait que ça fait partie du jeu. Parfois on gagne, parfois on perd dans ce genre de neutralisation. Ici, on a perdu malheureusement, disait-il. Et puis on disait, tiens, est-ce que vous étiez content de l'équilibre de la voiture? On avait vu Sébastien Buemi perdre du temps en début de course. Il nous disait Fernando Alonso, je pense surtout qu'on perd beaucoup de temps en fait dans les lignes droites, mais on va devoir composer avec ça. Alors voilà, c'est un petit mystère. On essaiera peut-être de se renseigner tout à l'heure, notamment près de Pascal Masson par exemple, pour savoir pourquoi cette voiture numéro 8 serait un peu peut-être moins rapide que sa voiture sœur, la numéro 7. Alors important, la fin de la neutralisation dans ce tour. Regardez bien les voitures safety car et les Porsche. Plus de rampe de gyrophare, fin de la neutralisation pour les 3 voitures safety car. Là, dans les tout prochains instants, dès l'instant où les voitures en question rejoignent leur zone de stationnement. The safety cars are coming in this lap and the race will be on again. So it'll be interesting to see how the situation has changed between the two Toyotas. Et en fait, pour équilibrer le tout, il est bien que la 7 et que la 8 se soient finalement arrêtées durant cette neutralisation, comme ça on va dire un partout, et l'on peut peut-être penser, alors que passage, quand, là vous avez en ce moment sur les écrans géants le classement, mais nous avions avec le signal international une vue des voitures dans l'approche de la chicane Forza Motorsport, et on regardait les arbres aussi, alors que voilà, le drapeau vert il est maintenant affiché partout, mais on se disait hey, ça souffle bien hein, quand même en ce moment dans certains secteurs sur le circuit. Ça se voit aussi avec les drapeaux au niveau du bâtiment, au niveau du podium, et donc les mâts qui portent les drapeaux de France, de la CO, de la FIA. Je vous en prie, Thomas Bastin. Vous avez la sortie des stands, hein, je pense, en visuel, et la deuxième Toyota a été bloquée aussi forcément après son arrêt. Et finalement, celle qui aura perdu le plus de temps n'est peut-être pas celle que l'on croit. Je vous dirais pareil, hein, 2 minutes 44 l'arrêt de la 8, 2 minutes 48 l'arrêt de la 7. Il semblerait donc au niveau de l'arrêt, moi je ne parle qu'au niveau de l'arrêt, ce soit assez équilibré. Elles devaient s'arrêter, elles se sont arrêtées. La 7 a perdu 4 secondes. Maintenant, on va voir si la position sur la piste, évidemment, avec l'entrée du safety car, a joué sur cette différence. Mais au niveau de l'arrêt, personne ne peut se plaindre. Très bien, on va attendre. On a 3 safety cars, on est d'accord, monsieur? Ça fait tout quoi? à fait. Ça fait un safety car. Allez, si on résume, plus ou moins toutes les minutes 10. On va relâcher. Donc si les deux Toyota sont dans 2 safety cars qui suivent, ça ferait plus ou moins une minute 10 d'écart. On peut l'imaginer comme ça. On était à combien? Un peu plus de. On était à 50 secondes globalement, l'écart entre les deux Toyota. On va en fait guetter le passage de ces voitures, alors que José Maria Lopez pilote la numéro 7 et Kazuki Nakajima la numéro 8. Et en même temps, attention à l'attaque de la Ferrari. Oh, qui passe en tête! Daniel Serra au freinage à la courbe d'Indianapolis est passé en tête de la catégorie G2 Pro en doublant à la régulière la Porsche de Lorenz Vanthoor. 20h15, changement de leader. Il est important de rappeler que c'est maintenant une Ferrari qui passe leader de la catégorie des G2 Pro. Daniel Serra a doublé Lorenz Vanthoor. So Daniel Serra has just passed Lorenz Vanthoor on the run into Indianapolis. So we have the Ferrari back in front in LMGTE Pro again. But obviously Vanthoor is not giving up and he is really hot on Serra's gearbox at the moment. So we'll see what will happen if he will try another passing move. Oui, alors là, attention par contre là pour Mike Rockenfeller, moins bonne opération car Earl Bamber avec la Porsche numéro 93 a doublé l'américaine. Earl Bamber, 3e pour l'instant, le GTE Pro ça donne 1 Daniel Serra, Ferrari F-Corse numéro 51, 28e devant Lorenz Vanthoor, la Porsche numéro 92, devant Earl Bamber, la Porsche 93, devant Mike Rockenfeller, la Corvette numéro 63. La première Ford est celle de Ryan Briscoe, mais qui est plus loin. Bien que, lorsque l'on regarde bien avec le passage de la safety car, la réduction générale de l'allure de course a permis quand même à l'Australien de revenir à 3 dixièmes
de la Corvette. Et c'est très intéressant tout cela, parce que Sébastien Bourdet en a profité aussi. Frédéric Makowiecki avec la Porsche numéro 91, 8e également. Il est à 5 secondes 3 de la Ferrari du leader. Et Marcel Fassler est à combien? Il est à 9 dixièmes de Fred Makowiecki. Et n'a finalement que 6 dixièmes d'avance sur la Ford de Billy Johnson, qui n'a que 3 secondes d'avance sur la Ford de Andy Priaulx. En fait, retenez bien, à 20h17, en ce moment, le top 11 des GTE Pro se tient en 10 secondes. En 10 secondes. Bruno, une information très importante qui nous vient directement de la direction de course. Je me suis entretenu avec notre spécialiste météo Daniel Serra, pardon, regardez bien. L'attaque à l'instant de Lorenz Vanthoor, c'est la contre-attaque. Avant la première chicane des Hunaudière, le pilote Porsche a essayé. Daniel Serra a résisté. Vincent. Oui, juste pour vous dire une information. Allez-y peut-être. Oui, la Ford dépassée. Mike Rockenfeller dépassé par l'Australien Ryan Briscoe. Une Ford dans le quartet de tête. Et information importante qui vient de la direction de course. Là, il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec notre spécialiste Météo France. Attention, d'ici 15 minutes maintenant, quelques averses sur le circuit pour une durée potentielle de 60 minutes. On parle de gouttelettes d'eau, mais attention tout de même, à certains endroits du circuit, on pourra peut-être voir des présentations de drapeaux changement d'adhérence. Ce sera à confirmer. En tous les cas, de la pluie potentiellement d'ici 15 minutes pour une durée de moins d'1 heure. Miguel Molina avec la Ferrari numéro 71. Incroyable, est parvenu à doubler la Ford de Ryan Briscoe et passe à l'attaque sur la Corvette. Oh, que la Ferrari F Corse est rapide. Alors que la Ferrari de Daniel Serra est leader de la catégorie GTE Pro. Derrière, le duel entre Porsche, Lorenz Vanthoor et Earl Bamber, puis Mark Rockenfeller, Miguel Molina, Ryan Briscoe, Sébastien Bourdet avec Fred Makowiecki. Hey, Makowiecki-Bourdet, ça vous rappelle pas un des épisodes les plus musclés de l'année dernière entre pilotes GTE Pro? So at the moment, the first 10 cars in the LMGT Pro category are covered by about 2 seconds. And also what we're seeing is Miguel Molina in number 71, who is fighting his way back up to the front, having just got past the 2 Fords. So a battle royal is shaping up there. But also we've heard that within the next 15 minutes there are going to be some heavy showers which may last for up to an hour. Oh là 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 là, mais que c'est extraordinaire. Le top 11 se tient en 10 secondes dans le classement des GTE Pro. On va revenir un instant à la question abordée par toutes et tous. L'écart entre les deux Toyota. José Maria Lopez est au volant de la voiture de tête. Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8 est à 1 minute 6 secondes 516 millièmes de la Toyota numéro 7. Donc l'écart entre les deux TS050 du Toyota Gazoo Racing, 1 minute 6 secondes 516 millièmes. So at the moment the gap then between number 7 and number 8, the two Toyotas, is 1 minute 8.592 seconds after the safety car interlude. Vous allez retrouver, attention, une des voitures, je me demande si c'est pas, on va rester prudent, ce n'est pas Ryan Briscoe. Y aurait-il un arrêt de Sébastien Bourdet? Peut-être bien, non, il passe une voiture en tout cas du groupe de tête. C'est la Ferrari de Miguel Molina qui rentre au stand. L'arrêt de la Ferrari numéro 71, Thomas Bastin. Oui, exactement, c'est la Ferrari F Corse qui rentre à l'instant pour ce qui devrait être, je pense, de routine, comme on les appelle, simplement le plein de carburant et changer les pneumatiques. Et encore, on sait qu'ils ne le font pas à chaque fois puisqu'il y a un quota de pneus limité pour parcourir l'ensemble des 24 heures. Donc, gérer ces pneus, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, on va les changer. Pour Miguel Molina, ça se passe à l'autre bout de la pit lane. Peut-être l'avez-vous à l'image, Bruno. Est-ce que l'on voit effectivement changer de pilote? Également, changement de pilote en effet. Changement de pilote en effet. Et juste avant l'arrêt de la Ferrari, alors que là on suit également une autre bataille. Oh là là, l'Aston Martin au ralenti. Oh, une Aston... Oh là là. Ouais, c'est surprenant là, cette manœuvre du pilote. Ou bien alors s'agissait-il pour Johnny Adam de ne pas gêner Darren Turner et Augusto Farfus, ou bien vraiment doit-on se dire que l'Aston Martin numéro 95, alors là on peut l'avoir passé à 280 km/h, mais regardez comme elle a perdu du terrain, ou alors est-ce qu'il y a eu un problème de boîte à la sortie de Mulsanne?
Ouais, une énigme là en ce qui concerne l'Aston Martin. Je vais revenir un petit instant également, Vincent, sur les écarts. Voilà, eh bien, j'ai pas eu le temps de formuler la phrase. Alors que nous étions absorbés tout à l'heure par la bataille en tête dans la catégorie LMP2. Roman Rusinov à 3 secondes d'avance sur André Negrao, mais Opintung a été dépassé par le Vénézuélien Pastor Maldonado qui place l'Oreca Dragon Speed numéro 31 en 3e position de la catégorie. So we have the LMP2 category where a battle is still raging. G-Drive is still in front with Roman Rusinov at the wheel, and 2.6 seconds behind comes number 2, the Signatic Alpine Matmut with Andre Negrao at the wheel, and in 3rd place now, Pastor Maldonado in number 31, the Dragon Speed Oreca, while in 4th place and 5th place we have the 2 Jackie Chan DC Racing Orecas of Hopin Tung and Ricky Taylor. Merci beaucoup David, on surveille toujours la bagarre en catégorie GT Pro là avec Serra sur la Ferrari AF Corset, la numéro 51 poursuivie par les 2 Porsche derrière, la 92, la 93 et la Corvette que l'on voit au fond de l'image. Il y a quelques instants, passage en 3 minutes 20 secondes, 3 minutes 20 secondes pour la Toyota numéro 7 aux mains de José María Lopez, rythme soutenu, les Porsche ne passent pas la Ferrari lors du précédent freinage, on l'a vu sur l'écran, mais c'est très très serré. L'écart entre les 2 voitures de tête, José María Lopez sur la Toyota numéro 7 et Kazuki Nakajima sur la Toyota numéro 8. L'écart est de moins d'1 minute 10. Regardez les Porsche toujours dans le prolongement de la Ferrari. Et d'accord. Oui, un Thomas petit mot Vasselin. rapidement avec un autre pilote Ferrari, celui qui vient de s'arrêter, c'est Miguel Molina. Miguel, what a battle! It's just amazing what we can see on the track right now. Yeah, it's we know that the competition is really tight with the GT Pro, so I try to do my best. I could order some good drivers, so really happy with my team. But the race is really long, and we only need to keep pushing and try to get as much as time possible to the end. So the car is back in the game. Yeah, for sure you are on the pace with the Ferrari. Yeah, the pace is good, so we only have to keep going and see what's going to happen at the end. Must be, as a driver, must be so excited. Yeah, it is exciting. As I said, they are the best drivers in the world here, so fighting with them is always good. And I'm really happy about the stint that I did. Thank you very much. Voilà Miguel Molina qui nous dit en quelques mots, mais quelle bagarre dans cette catégorie GT Pro. Personnellement, je suis assez content de mon relais, disait-il, parce que j'ai pu dépasser l'un ou l'autre de mes concurrents. On sait que ce sont les meilleurs pilotes du monde qui roulent dans cette catégorie GT Pro, et donc pouvoir me battre avec eux, j'en étais plutôt satisfait. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Ferrari sont bel et bien dans le rythme. Maintenant, la course est encore longue, forcément. On va encore beaucoup l'entendre, à mon avis, cette phrase. La course est encore longue. On doit continuer à se battre comme on le fait maintenant, et surtout ne rien lâcher. Mais quelle bagarre! Messieurs, c'est splendide. Merci beaucoup Thomas Bastin, Sergei Sirotkin, le pilote russe qui s'est arrêté avec le SMP Racing, la numéro 17, et l'on revoit une image ralentie là qui est toujours impressionnante. Ah oui, c'est au virage d'Indianapolis avec la Ferrari Kessel Racing des filles et le team Arc Bratislava, le pilote de la Ligier. En fait, il a eu contact avec la Ferrari et une voiture qui est partie en dérive et qu'il a bien rattrapé pour éviter de partir en tête à queue. Waouh, en tout cas, bravo là encore, encadreur hélicoptère, c'était pas facile, mais là l'image a été hyper spectaculaire. Félicitations. L'arrêt ravitaillement de Sergei Sirotkin avec la BR Engineering, numéro 17. L'arrêt de la voiture pointé en 5e position. Et sans flagornerie, parce qu'en plus on n'a aucun intérêt à le dire, mais bravo franchement aux équipes de production télé là, parce que les images cette année encore sont topissimes, vraiment très belles, les caméras embarquées notamment, franchement une très belle retransmission, c'est très agréable à voir sur les écrans géants, et on l'imagine pour les téléspectateurs du monde entier qui n'ont pas la chance d'être comme vous, comme nous ici au Mans ce week-end. On revient sur la course en tête avec le pilote Ferrari Daniel Serra là, qui
peut-être est en train de faire le relais de sa vie en ce moment. Et revenons également sur André Negrão, le pilote brésilien qui tente, vous voyez, de prendre un petit peu d'aspiration sur la Porsche. Hop, des boîtes. Laisse la Gulf Racing sur place et revient en contact de Roman Rusinov. S'il devait le dépasser, il repasserait leader de la catégorie LMP2. Mais là, ils arrivent à la chicane Forza Motorsport au contact de la Ford numéro 85. Ah, que s'est-il passé? Un replay. Et oui, avec la numéro 25, qui est? C'est David Zollinger qui a un petit peu court-circuité la chicane alors qu'il revenait sur l'Aston Martin numéro 98. Malheureusement, toujours dernière. Tout à l'heure, souvenons-nous, Vincent, c'est elle que l'on avait vue en tête à queue au virage Porsche. Revenir également sur Pastor Maldonado, il est à 1 minute 11. Et donc une info météo, Vincent, pour revenir sur les prévisions de, eh bien, tout simplement du logiciel météo de la direction de course. Oui, Bruno, pour dire que là, dans quelques minutes, normalement, hein, si la dame de Météo France, en qui j'ai totale confiance, a vu juste, du moins avec les images satellites que je voyais, eh bien oui, quelques gouttelettes d'eau arrivent sur le circuit. Alors n'ayez crainte, ça ne devrait durer qu'1 heure visiblement, mais des averses éparses. Quand même. Non, mais des averses éparses. C'est-à-dire qu'on parle de petites gouttelettes, hein, donc a priori, on passera même pas en intermédiaire, on peut rester en slick. Un brumisateur, ça, quoi. C'est ça, un brumisateur, vous avez raison. Vous disiez, Thomas? Oui, ça, on va le voir, ne pas passer en peu intermédiaire, disait Vincent. Moi, j'ai totalement confiance en la dame de Météo France, Thomas. Si vous le voulez, nous, on a une autre dame à nos côtés. Ah oui. Et c'est Raël Frey, en l'occurrence, qui est l'une des pilotes de la Ferrari du Kessel Racing. Bien évidemment, la numéro 83. Raël Frey qui était un peu nerveuse, il faut bien le dire, avant de prendre le départ de 4 heures. Ça faisait longtemps, hein, depuis 2010. Raël, ça se passe bien jusqu'à présent. On regarde là les classements. On est en 11e position de cette catégorie GT1. Oui, exactement. J'étais très très nerveux quand même, mais ça se passe bien, je trouve. Nous avons commencé sur la 4e position, maintenant nous sommes 11e. Ça veut dire que nous pouvons faire un peu du progrès. Et puis oui, ça c'est le plus important maintenant. Alors Michel est pour l'instant dans la voiture, c'est une jeune pilote danoise. Elle a un caractère, Michel, assez trempé, il faut bien le dire. C'est une fille qui en veut, comme on dit. Oui, exactement. Elle est toujours super motivée, mais elle a aussi toujours super vite. Toujours, mais elle veut toujours faire le meilleur. Et puis ça, je trouve ça c'est impressionnant. C'est quand même aussi pour nous un peu de stress à côté parce que je me demande, je dois faire pire à côté d'elle, mais quand même ça motive et puis c'est important d'avoir elle avec nous. Vous faites vraiment un bon trio là toutes les trois. Hein. Pardon? C'est vraiment un beau trio tous les trois. Vous avez vraiment chacune votre rôle dans cette équipe quelque part. Oui, exactement. Et puis ça c'est aussi important pour faire une 24 heures tout le monde parce que tout le monde doit trouver son position, doit trouver le travail. Et puis avec Manuel et puis Michel, ça se passe très bien. Je suis très très content. Merci Raël. Et bravo pour votre français, c'est très très bon. Merci. Oui, Raël Frey avec la 11e position générale. Michel Gatting pilote une voiture 55e du classement, alors 11e donc de la catégorie GT1. Et la Ferrari de ces dames est même mieux placée que la Ferrari de ces messieurs. Le numéro 60 est 13e de sa catégorie. Allez, on revient sur les Hunaudières avec le duel en LMP2. G-Drive, Alpine, Signatec, Matmut. André Negrão veut jouer et profiter de l'aspiration. Se montre au freinage de la chicane, mais ne parvient pas à s'imposer. Préfère patienter. De nouveau l'accélération. Alors que l'on retrouve également en ce moment au niveau des autres duels à suivre. Alors les deux voitures du SMP Racing en fait, avec Michael Aleshine et Sergei Sirotkin, séparés de peu de choses en ce moment. On va revenir aussi sur la Porsche numéro 93. Ah, attention à Lorenz Vanthoor. Lorenz Vanthoor avec la Porsche numéro 92, Jarl Bamber sur la Porsche numéro 93, Mike Rockenfeller qui est juste derrière, la 92 et la 93. Donc Lorenz Vanthoor reste effectivement pour l'instant deuxième de la catégorie et donc derrière Jarl Bamber. Lui, l'objectif c'est de passer devant et en fait ça doit être surprenant pour Lorenz Vanthoor. Je ne sais s'ils sont rattrapés pour une proto, mais on lui présentait un drapeau bleu, ce qui veut dire donc attention, quelqu'un qui est en position d'attaque derrière vous.
Je ne sais quelle réaction Lorenz Vanthoor a pu avoir, peut-être en se disant oui je sais, mais j'ai pas envie de laisser ma place comme ça. Et drapeau bleu peut-être aussi présenté à Roman Rusinov. Ah, alors que fait-on en face et on ouvrirait les parapluies. C'est ça, Thomas Bastin? Les parapluies, Bruno, on est avec l'un de... Regardez juste là derrière sur les écrans géants, vous allez voir que la BR numéro 10 aux couleurs de Gulf est à l'arrêt de nouveau dans son garage. Ben, again in the garage, what's the problem? Yeah, same as we've been having all week really. Gear shift issues and electrical issues in the car, so we've replaced everything twice now, from the gearbox all to the looms, but yeah, for some reason we just seem to keep having this reoccurring problem, and we seem like we've got on top of it. And then slowly it starts to come back, and then we end up back in the garage again. So, yeah, really disappointed. Are you still looking to fix it, or do you think you will stop like that? Yeah, we're still looking to fix it, but you know, honestly, it's not. It doesn't give us much confidence for the rest of the race because we fix it in a few hours and then we start having issues again. So, yeah, hopefully we can fix it. But at the moment we're not so sure. Dragon Speed's last race in LMP1, disappointing of course. Yeah, really disappointing. You know, we were hoping that we'd get on top of these issues and be able to have just a solid run to the end of the race, but it's not to be. Okay, thank you. Et problème sur cette BR qui se confirme, un BR à moteur Gibson, celle-là et non pas le moteur AR, mais ce sont des problèmes de boîte de vitesse, surtout qui depuis le début de la semaine perturbent. Et c'est ce que nous disait il y a quelques... Et on pense parfois qu'on a trouvé la solution et puis le problème revient après quelques heures. On est encore en train de chercher, il m'a dit je suis pas très confiant parce qu'on a déjà tout changé 2 fois, on a changé la boîte de vitesse, apparemment c'est plutôt au niveau électronique, on a changé le câblage électronique également et le problème se répercute encore et encore parce que c'est la dernière course de cette équipe Dragon Speed dans la catégorie LMP1 et qui continuera l'an prochain en LMP2 mais qui délaissera la catégorie 1. Oui, avec les essuie-glaces que l'on voit maintenant activés. Attention dans les Hunaudières, malgré cela. Alors là, on prend beaucoup de risques parce qu'il y a la rébellion en fait qui est en ce moment dans le sillage de l'Aurus numéro 26 et très clairement le pilote de l'Aurus, Roman Rusinov, était plus préoccupé à l'idée de contrecarrer une attaque de André Negrao que de vérifier la remontée du pilote rébellion, peut-être Neel Jani, puisque Thomas Laurent venait de sortir des stands, alors que Gian Maria Bruni prend le volant de la Porsche numéro 91. Et là, regardez ce qui se passe dans l'Hunaudière. Est-ce que l'Alpine, oui, l'Alpine est en position d'attaque des boîtes, alors que Roman Rusinov fait de la résistance. Les 2 voitures de front, attention au freinage de la deuxième chicane qui va s'imposer. C'est André Negrao sur Roman Rusinov. Et passage en tête de l'Alpine. André Negrao à 20h34. La joie dans le stand Alpine qui porte également les couleurs de Elf. Alors on regarde les temps autour, c'est vrai qu'on voit des gouttes particulièrement ici. Ça commence, hein, messieurs, je ouais, ça commence, dans la pitlane, là on sent quelques gouttes qui tombent. Alors là, il ne faudrait pas que, si la piste vienne gramouiller en surface, il ne faudrait pas qu'on ait des têtes à queue et des scénarios de course qui soient modifiés par l'humidité ambiante. On reste très très vigilant, Thomas. Au niveau des temps autour, on est en 3,26 maintenant pour les Toyota. Et pendant ce temps-là, la différence a augmenté. On est déjà en 1 minute 14. 1 minute 14 entre la 7 et la 8. André Negrao n'a pas mis en route les essuie-glaces pour l'instant, ne les a pas actionnés. Il arrive là, à la courbe d'Indianapolis, le virage d'Indianapolis en lui-même. Anthony Davidson, 2e relais pour le pilote anglais qui avait pris le départ. Avec l'Oreca Dragon Speed numéro 31, une Ligier s'arrête. Oliver Jarvis dans la Ferrari Ready Competition, qui est une voiture engagée JT Pro également, cette Ferrari, mais qui souffre un peu au niveau du rythme depuis le début de cette semaine. Jules Goudon qui nous avait dit hier, qui nous a dit ce matin lors du warm-up en disant effectivement on a quelques soucis à trouver le rythme. On a été en retard toute la semaine tout simplement au moment de chercher les réglages, notamment on disait Jules Goudon, et ça se confirme malheureusement avec cette Ferrari qui est très légèrement en retrait par rapport aux voitures d'AF Corse.
Oui, et puis nous avons, merci Thomas, nous avons l'arrêt de Neil Jani avec la rébellion Gibson numéro 1. L'arrêt de Neil Jani qui s'arrête, une voiture qui est en 6e position et c'est un arrêt qui était visiblement prévu, donc tout va bien. D'autres arrêts avec la 22, on l'a dit, la 28 en catégorie LMP2. Voilà donc pour les derniers arrêts. Un arrêt qui se prolonge, c'est celui de Lenzo. Lenzo s'est arrêté déjà depuis plusieurs minutes. Elle est, je ne sais pas si dans son stand ou devant, mais en tout cas, ça fait plusieurs minutes qu'elle y est. Elle a déjà évidemment dégringolé au classement. Et elle se trouve 44e position. Oliver Webb avait été le dernier pilote au volant. Ça se passe mal pour Lenzo. Et Thomas Bastin, votre témoignage sera précieux pour les voitures que vous voyez passer par les stands lorsque l'on change les pneus. Quel est le choix des pneus? Pour le moment, il n'y a pas de doute. Hein. Ça repart en pneus slick, bien évidemment, mais il n'y a pas vraiment de question à se poser. Il est clair que passer au pneu cuit actuellement n'aurait aucun sens. Il faudrait vraiment qu'il pleuve beaucoup plus fort que ce qu'on connaît maintenant. On a eu quelques gouttes, ça s'est déjà arrêté de notes. Donc je pense que pour la plupart des équipes, on va essayer évidemment de rester en pneu slick. C'est ce que nous disait Vincent Cerruti, et qui apparemment a une très bonne amie. Mais non, mais c'est vrai, c'est exact. Thomas, je vous assure, c'est vraiment ce que m'a dit la dame de Météo France. Des petites averses éparses. Je sais bien, il n'y a pas de problème, Thomas. Oui, en fait, les pilotes n'ont plus mis les essuie-glaces. On l'avait vu il y a quelques instants et là, tout le monde a mis l'interrupteur en mode off. Donc, on coupé les essuie-glaces. Alors, sur certaines caméras, les gouttelettes sur les optiques de phare ne cessent pas aussi vite. Et ce qui, des fois, nous donne l'impression qu'il peut continuer de pleuvoir ici et là. Merci quand même à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui nous informent. Gilles, par exemple, vous voyez, qui nous écoute depuis La Chapelle Saint-Aubin, c'est au nord du Mans. Attention Bruno, regardez la Porsche 86 à l'arrêt. Pardon, la Porsche 86 qui est à l'arrêt sur le circuit. Drapeau jaune. Ici, on est... après le virage de Mulsanne. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que disait Gilles, pardon? Oui, non, qu'il pleut au nord du Mans, à La Chapelle Saint-Aubin. Et puis également d'autres internautes présents ici, avec notamment Mickaël qui nous disait il pleut encore il y a quelques instants. La Dunlop, c'est pour saluer en fait celles qui également jouent le jeu. Au niveau des infos météo, ne changez rien, vous êtes parfait. Avec le hashtag Le Mans 24. Et c'est vrai que notamment sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, toute la rédaction des 24 heures du Mans bosse. On pense à Hélène, on pense à tout le monde là qui bosse en salle de presse. Bravo. Avec le hashtag Le Mans 24, commentez et dites-nous ce que vous pensez de la course et si vous avez des infos météo tout autour du circuit, on est preneur. Le retour en piste de Neil Jani ces derniers instants avec la rébellion numéro 1 en 6e position de Hopintung avec l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 38. De Philippe Albuquerque avec la Ligier United Autosport numéro 22, de François Perraudot avec l'Oreca TDS Racing, René Binder avec la Ligier du Penis Barthez Compétition, elle est en 17e position. Et Paolo Ruberti est en piste lui avec l'Enso numéro 4, l'arrêt a été long, le dernier, et plus de la demi-heure pour cette proto LMP1. Paolo Ruberti est en piste alors que l'image en ce moment sur les écrans géants, c'est le duel entre Daniel Serra, la Ferrari numéro 51 et la Porsche numéro 92, piloté par Lorenz Vanthoor qui est donc pour l'instant... Ah là là là, une sortie de piste pour la Corvette numéro 64. La sortie de voiture apparemment nous signale l'info course, double sortie de piste. Qui est sorti? La Corvette et la Porsche numéro 88. Incroyable, elles se sont tapées même ensuite dans le bac, dans la zone de dégagement, pardon. La Porsche de la pole position, la numéro 88, pilotée par le japonais Satoshi Hoshino. Marcel Fassler va-t-il ramener, alors que voilà la safety car, neutralisation, deuxième neutralisation à 20h40. Incroyable, hein. On va, j'imagine, revoir le ralenti dans quelques instants. Regardez bien les écrans géants. L'arrêt pendant ce temps, Vincent, de l'Alpine numéro 36. Et la Porsche 88, Bruno. Oui, et en même temps de l'Orus G-Drive, ce qui fait que les voitures 1 et 2 du classement, attention, elles repartent ensemble, mais l'Alpine est bien devant l'Orus. Et maintenant, on va surveiller les feux à la sortie de la voie des stands. C'est là aussi que ça va être très très important. Et ils sont rouges, voilà. Ils sont rouges parce qu'il faut attendre. Le safety car est passé. On va attendre que normalement que le... Et il est vert. Oui, ça passe au vert.
On attend normalement que le train, entre guillemets, qui se trouve derrière la safety car, que tous les wagons soient passés avant de relâcher. Mais évidemment, comme on est en tout début de neutralisation, on n'a pas encore ce train quelque part. Et on revoit sur les écrans géants l'incident, je crois. Oui, en effet, avec la Corvette, pourtant qui dépasse à gauche, mais Satoshi Yoshino a peut-être voulu rentrer trop tôt dans le virage gauche qui suit. Et voilà, la sortie de piste avec ce heurt de l'avant, puis de l'arrière pour une Corvette partie en toupie. Ah là 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 là, heureusement que ces nouveaux Hellborn que vous pouvez voir ici, qui sont des amortisseurs de choc, ont permis justement de minimiser les dégâts pour cette Corvette qui aurait été bien plus endommagée si ces équipements n'avaient pas été mis là. Mais en même temps, ça n'empêche, la voiture a quand même bien souffert. La Porsche est de retour au stand. La Porsche est de retour au stand. Qui avait mis le casque, Bruno, et qui le retire dans le clan Corvette Racing. Quelle déception. Doug Fehan qui arrive derrière, visage fermé. Tout le monde est complètement dépité. Heureusement, il y a toujours la numéro 63, mais la 64, est-ce que Marcel Fassler, est-ce qu'il est à bord? Oh là 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 là, les éléments de carrosserie perdus. Est-ce qu'il est à bord, Marcel Fassler? On répare pendant ce temps-là la Porsche 88 qui elle aussi était embarquée dans cette galère, si vous me permettez l'expression. L'autre Corvette, la 63, elle figure toujours à la 3e marche provisoire du podium avec Mike Rockenfeller pour la catégorie GT Pro. Mais ça a été très spectaculaire cette sortie de piste pour Marcel Fassler avec la Corvette numéro 64. On a Oliver qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Oliver. Ouais. On n'aura pas. On a essayé à l'attacher de presse. On dit non, on n'a pas assez d'informations pour le donner. Bon, on n'allait pas parler des informations. On a vu ce qui s'est passé, évidemment, cet incident. Bon, ben, on en restera là. On a essayé, messieurs. Oui, non, mais c'est bien et merci d'essayer comme ça. J'aurais juste avoir confirmation. J'essaie de voir en regardant derrière, mais j'ai le sentiment que Marcel Fassler n'est plus à bord de la voiture. On est d'accord? Et là, c'est la collecte des éléments de carrosserie. Ah là 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 là, quelle déception, quelle dureté là dans ce scénario de course. Corvette Racing frappé par cet accrochage qui s'est donc produit entre la Corvette numéro 64 et la Porsche numéro 88 qui était revenue à son stand. Alors peut-être que Marcel Fassler est à bord, hein. Là la position de la caméra n'est pas évidente, même si là on n'y peut rien parce que c'est comme ça, mais pour voir si effectivement le pilote reculé le plus possible dans le cockpit est toujours ou pas à bord de cette voiture. On a un petit doute quand même. En attendant Bruno, 3 safety cars et on trouve les 2 Toyota derrière le même safety car, la 7 et la 8. Ouais, elles sont derrière le même safety car, à moins qu'ils essayent d'en profiter pour faire un arrêt. Normalement, c'est pas prévu, hein. Les arrêts de Toyota ont eu lieu il y a 7 tours, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter, à moins pour des questions stratégiques. Mais donc, les 2 sont derrière le même safety car, la 7 et la 8. 20h44. Ah là là. Alors donc les 21 secondes d'écart et en même temps Michael Aleshin, premier des pilotes BR Engineering SMP Racing, à 9 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Thomas Laurent. Les écarts sont figés, mais c'est pour vous les resituer parce que bien entendu lorsque nous avons une neutralisation, il est clair que par principe les écarts vont fondre puisque les voitures vont se regrouper. Et donc Michael Aleshin n'a plus que 9 secondes d'avance sur un Thomas Laurent qui au moment du redémarrage n'aura même pas 5 secondes d'avance sur Sergei Sirotkin. Neil Janit avec une voiture qui a été retardée. André Negro n'est qu'un petit d'avance sur Roman Rusinov. Alors que voilà, on arrive avec le tracteur de levage et l'on va revoir donc les circonstances encore une fois de cette sortie de piste. La Corvette arrive et effectivement... Ouais, là, Satoshi Yoshino s'est déporté sur la gauche, a touché l'arrière de la Corvette qui est parti en équerre et c'est effectivement d'abord bord droit, quelle touche, vous voyez le capot qui s'arrache aussitôt, effet rebond, la voiture effectue un tête à queue, heurte une deuxième fois puis effectue une nouvelle toupie. Ce qui fait que et l'avant et l'arrière ont de nouveau heurté de pleine face ces éléments le long des piles de pneus, ces amortisseurs de choc et la Porsche 88 repart. La Porsche 88 repart. Incroyable. Qui est au volant de cette voiture? Satoshi Yoshino n'est certainement pas resté dedans, sauf démonstration du contraire.
On va guetter le passage des feux rouges au vert, du feu à la sortie de la voie des stands pour connaître l'identité du pilote. Et Satoshi Oshino est finalement resté à bord de la Porsche numéro 88. Juste avant Cyprien Châtelain, donc pour bien vous confirmer, la 7 et la 8, les deux Toyota de tête sont bien derrière le même safety car. On trouve ensuite derrière un autre safety car à plus d'un tour d'écart, avec plus d'un tour de différence. On trouve la BR Engineering numéro 11 du SMP Racing, la Rébellion R13 numéro 3 et l'autre BR du SMP Racing qui se trouve derrière le même safety car qui n'est pas le même que celui des Toyota. Les Toyota sont ensemble, vous passez un tour complet et vous trouvez après le deuxième safety car la troisième, quatrième et cinquième au classement. Ja, Marc, vielen Dank. Wir haben jetzt wieder eine zweite Safety-Car-Phase, nachdem der Corvette mit der Startnummer 64 rausgedrängt wurde vom Porsche mit der Startnummer 88. Leider ein Malheur passiert an der Stelle. Der Porsche hat den Corvette übersehen und ihn quasi gegen die Wand geschoben. Angesichts dessen, dass das Fahrzeug gerade mit der Maschine quasi mit dem Bagger von der Rennstrecke abgeschleppt wird, können wir davon ausgehen, dass der Corvette nicht weiter am Rennen teilnehmen wird. Es gibt leichter Regen auf Start und Ziel, gerade leichter Regen. Es dürfte auch ungefähr eine Stunde dauern, aber nur so, wie es gerade regnet, also Nieselregen sozusagen. Was bedeutet für das Gesamtklassement, die zwei Toyotas sind hinter dem gleichen Safety Car, denn für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, in Le Mans gibt es 3 Safety Car Fahrzeuge, die gleichzeitig an 3 Stellen der Rennstrecke verteilt sind und gleichzeitig losfahren, sobald es von der Rennleitung heißt Safety Car Phase. Von dem her die 2 Toyotas, die Platz 1 und 2 belegen, sind hinter dem gleichen Safety Car, was so viel bedeutet wie ein Unterschied von 23 Sekunden. Hinter einem weiteren Safety Car, und zwar nicht das gleiche, befindet sich jetzt der SMP Racing mit der Startnummer 11 und 11 Sekunden dahinter der erste Rebellion mit der Startnummer 3 und der zweite SMP Racing ist 16 Sekunden dahinter. Das bedeutet, dass 1 und 2 hinter dem einen Safety Car sind und Platz 3, 4 und 5 hinter einem zweiten Safety Car. In der LMP2 haben Sie es wahrscheinlich verfolgt. Der Kampf geht weiter zwischen dem Signatec Alpine mit der Startnummer 36, der den ersten Platz wieder für sich erobern konnte und somit den 7. Platz im Gesamtklassement belegt, und der G-Drive Racing von Roman Rusinov mit der Startnummer 26 auf Platz 2 und dahinter immer noch Anthony Davidson im Dragon Speed mit der Startnummer 31. Wie sieht sie in der GTE Pro Kategorie? Vorhin vor ungefähr einer halben Stunde hat Ferrari den ersten Platz übernommen, beziehungsweise die Startposition 1 in dieser Gruppe und die 27. im Gesamtklassement vor dem Porsche mit der Startnummer 92 und dahinter ein zweiter Corvette Racing Fahrzeug bzw. ein erster Corvette Racing mit der Startnummer 63 von Mike Rockenfeller. In der GTE AM Kategorie führt derzeit ein Ford mit der Startnummer 85 und 3 Plätze im Gesamtklassement, aber auf Platz 2 in der jeweiligen Kategorie. Dahinter der JMW Motorsport, der Ferrari mit der Startnummer 84 und dahinter der Ferrari mit der Startnummer 62 vom WeatherTech Racing. Safety Car dauert immer noch an, weil das Fahrzeug und die Debris-Teile eingesammelt werden. Die Strecke soll auch wieder sauber werden, sonst hätten wir wieder ein paar Reifen platzen und das will keiner von uns. Deswegen wird die Strecke gesäubert. Es wird geprüft, dass die sogenannten Dämpfer, die Entschleunigung quasi absolvieren soll, auch in Ordnung sind, falls es wieder zu einem Problem an diese Stelle kommt. Und wenn erst das alles stattgefunden hat und über die Bühne gelaufen ist, erst dann wird das Rennen wieder freigegeben. Aber es müsste in den kommenden Minuten wieder der Fall sein. 18 Stunden und 9 Minuten trennen uns vor Zieleinfahrt. Das bedeutet, wir haben 5 Stunden 15 hinter uns. Oui. Je m'excuse de vous interrompre. On a juste la chance d'avoir Doug Fehan à nos côtés, qui est le team principal du Corvette Racing. Doug, it's your 20th Le Mans. So you know, of course, such accidents are part of the race, but what a disappointment, nevertheless. Well, it is disappointing because both cars were really, really running well.
You know, that's one of those occurrences. You get in those sections of the racetrack, you have inexperienced drivers, and unfortunate occurrences take place, and that's what we experienced tonight. Obviously, our primary concern is making sure Marcel's okay. He was out walking. The car, I don't think, will be repairable, but we've been here with one car before. And we all remember you won with only one car 2 years ago. Only one car can win, and we still have one car, and we've got 2 crews that can dedicate themselves to that. So I think it's going to be very interesting to watch that 63 Corvette, see what happens. The fight is not over. Oh, it's just beginning. Thank you very much. Merci. Voilà. Doug Vergne qui nous dit tout d'abord qu'il voulait d'abord avoir des nouvelles de Marcel Fessler. Il dit voilà, ce sont des choses qui arrivent. On sait que ça fait partie du Mans. Il y a des pilotes moins expérimentés. S'il y a un pilote qui a touché effectivement Marcel et qui a provoqué cet accident, mais il dit vous savez, on a gagné. On s'en souvient tous. Évidemment, il y a 3 ans, on a gagné avec une seule voiture engagée suite à l'accident d'Ian Magnussen lors des essais. On a une seule voiture encore en course, mais on a 2 équipes désormais qui vont se consacrer pleinement sur cette seule voiture, et on lui disait la bagarre n'est pas terminée. Il a souri, il a dit non, elle ne fait que commencer. C'est ça l'esprit Doug Vergne, c'est ça l'esprit du Corvette Racing aussi sur les 24 heures du Mans. Et c'est un témoignage plein de cœur et d'émotion de la part de Doug Vergne qui, oui, il le disait, mais vous l'aviez traduit, Thomas, qu'on peut considérer que la voiture accidentée de Marcel Fessler n'est pas réparable. Seule la direction de course à autorité pour confirmer l'abandon d'une voiture. Nous étions à 61 au départ. Dans l'immédiat, il est clair que nous avons 60 voitures qui peuvent continuer d'aligner les tours. La Corvette pourrait ainsi inaugurer la liste des abandons. Ce serait le premier après quasiment 6 heures de course. C'est déjà le cap atteint du premier quart de ces 24 heures du Mans. Mais encore une fois, l'arrêt définitif, l'abandon de la Corvette sera officialisé une fois que la direction de course aura justement reçu de la part de Doug Vergne la validation de l'arrêt de cette même voiture et donc de son abandon. Image sympa partout du côté des zones publiques où on est en train de ravitailler également. Mais là en calories, l'arrêt de la Ferrari du Car Guy Racing numéro 57. Une voiture que Takeshi Kimura ramène au stand. Elle est en 53e position. Et donc rappeler que là, la neutralisation a fait les affaires de l'équipage de la Toyota numéro 8, qui n'est pas en tête du deuxième, mais qui est revenu à 16 secondes 8 de la Toyota numéro 7. Ouais, c'est la première fois depuis quelque part la première demi-heure que l'on trouve un écart aussi serré entre la numéro 7 et la numéro 8. Signatec et G-Drive toujours dans la course en tête de la catégorie LMP2. André Negrao occupe la 7e place du général. Roman Rusinov le suit lorsque l'heure sera revenue d'arrêter les voitures safety car pour laisser la course repartir. Considérer qu'elles repartiront ces voitures avec 1 seconde et demie d'écart. À être coursée avec la Ferrari numéro 51 est en tête de la catégorie GT2 Pro, 27e position. Lorenz Vanthoor suit avec la Porsche numéro 92. Mike Rockenfeller avec la Corvette numéro 63, 29e. Puis il y a les 3 Ford Chip Ganassi avec la 69, la 67 et la 68. Les pilotes de service à bientôt 21h, respectivement. Alors que la voiture de sécurité qui arrive, la safety car, n'a plus les gyrophares. So safety car in this lap. Les pilotes Ford, rappelons-le, Ryan Briscoe, Andy Priault et Sébastien Bourdet. Le Keating Motorsport avec la Ford numéro 85 reste leader de la catégorie GTE-AM. Il est 20h55. Il est 20h55. Et c'est reparti. Ça repart. Et attention à Roman Rusinov. Alors qu'il était 20h47 au moment de l'entrée en piste des safety cars. 20h55. Bravo. Oh là, attention. La Dallara de l'équipe Racing Team Nederland a coupé la chicane à la Dunlop. C'est Guido van der Garde qui l'a coupé et Roman Rusinov roule avec les essuie-glaces.
Alors que, on peut revenir, Marc Arnoldi, un instant sur l'écart au niveau des voitures de tête. Et là, c'est pas 10. facile pour la 7. Hein. Ouais, 10 secondes entre Pechito Lopez, actuellement pilote de la 7, et Kazuki Nakajima, le pilote de la 8. 15 secondes maintenant au dernier passage. Alors c'est vrai qu'il y a des voitures, elles ne se suivent pas exactement. Ça veut dire que normalement le pilote de tête devrait pouvoir repartir. Une voiture dans les graviers. Aïe, aïe, aïe. Une voiture dans les graviers à Mulsanne. Je vais attendre. Oui, ça ressemblerait bien à une voiture italienne, mais attendons d'en avoir la confirmation. Quelle voiture est-ce? Quelle voiture est-ce? Direction le virage de Mulsanne. La numéro 60. Et c'est la Ferrari Kessel Racing de ces messieurs, avec Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola et Andrea Piccini. Lequel des trois? Sergio Pianezzola qui a effectué ce tête à queue. Il est dans le bac à gravier au virage de Mulsanne. Et l'on va se préparer pour une slow zone au niveau de la zone 5. Celle qui est en fait la zone d'approche du virage de Mulsanne. L'engin de levage est prêt, mais n'interviendra pas tant que la slow zone n'a pas été activée. Ce sera le cas, chers amis, dans 20 secondes. Et attention là, André Negrao qui gère évidemment tout le trafic, le rattrapage sur les GTE Pro du groupe de tête qui le rattrape à l'instant. Et là, Roman Russinov, il n'y a rien à faire. Il a vraiment été distancé par le pilote de l'Alpine. Deux voitures rentrent au stand et l'arrêt de la Ferrari de tête dans le classement des GTE Pro, 20h58. L'arrêt de la Ferrari numéro 51 et l'arrêt également de la Porsche numéro 92 avec Daniel Vanthoor. Deux voitures qui rentrent au stand à peine 2 minutes avant le top horaire 21h. La Corvette numéro 63, la Ford numéro 69 s'arrête également. Mike Rockenfeller va-t-il descendre de la Corvette? L'arrêt de la Porsche à l'instant, image écran géant. Andy Prio avec la Ford numéro 67 s'arrête également. Changement de pilote sur la Ferrari numéro 51. Et sur la Corvette également, Antonio Garcia qui va monter à bord de la numéro 63. On va changer de pilote également sur la numéro 67. On est en train de perdre du temps là dans le clan des Ford GT parce qu'on doit pousser les deux Ford en arrière. Hein. C'est ce que l'on vous disait tout à l'heure quand on a des arrêts simultanés. On a Andy Prio qui sort à l'instant de la numéro 67 et je pense avoir reconnu le casque d'Harry Tincknell qui devrait monter au moment, Bruno, où il tombe de nouveau quelques gouttes de pluie. Ici, la 92 qui repart déjà. Et la Ferrari perd la tête. Et ça repart du côté Corvette également. Et effectivement, on a la Porsche, la Ferrari, la Corvette et puis les deux Ford GT qui ont perdu facilement 5-6 secondes au moment de s'arrêter parce qu'elles n'ont pas pu s'arrêter devant leur tour de ravitaillement. Ça veut dire qu'on a dû les pousser en arrière du côté des équipes. Oh, et là, la pluie qui arrive. On a l'impression que les pilotes se battent un petit peu avec les voitures à la Dunlop. Alors que l'on est en train d'évacuer par le tracteur de levage la Ferrari numéro 60 du bac à gravier à Mulsanne. Maria Lopez, lui, pendant ce temps, a pris un petit peu le large sur Kazuki Nakajima. 35 secondes. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils étaient derrière le même safety car, mais il y avait beaucoup de voitures au milieu. Et pour l'instant, eh bien, Kazuki Nakajima n'a pas encore réussi à dépasser les voitures qui étaient devant lui. Il a fait un peu le ménage, mais il en est loin. Et voilà pourquoi Pechito Lopez eh bien, a réussi à récupérer du temps. 35 secondes 8. Il est bon de se rappeler qu'au moment de l'entrée du safety car, la différence était d'1 minute 14. Il a deux pilotes qui donnent quelques petits coups de volant pour laisser leur pneumatique Michelin en bonne température. Michael Alechine et Thomas Laurent séparés de même pas une seconde. On va revoir peut-être, oui, effectivement, le dérapage de la Ferrari numéro 60. Un petit peu au large dans une partie de piste moins gommée. Tête à queue pour une voiture dans le bac à gravier. Elle devrait repartir assez vite. Voilà l'image de vidéosurveillance nous montre en fait un engin de levage qui va poser la voiture sur le rond-point de Mulsanne. Et les pilotes qui doivent l'emprunter pour chasser les gommes, des gommes, les petites
pierres qui ont pu s'incruster dans la carcasse de pneus. Et pendant ce temps, essuie-glace et duel à haut risque. Attention dans le virage d'Indianapolis. Oh, la tentation qui est celle de Thomas Laurent de doubler Michael Alechin. S'il y parvient, il s'empare de la 3e position du classement général et surtout passerait premier des LMP1 non hybride. Mais là, on commence à voir la pellicule en surface. C'est clair, attention, essuie-glace, pluie fine sur le circuit des 24 heures du Mans. L'arrêt de la Porsche numéro 94. Alors qu'il pleut à Antares, nous indique Wilfried en ce moment. Et l'arrêt de la Toyota numéro 8. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Est-ce qu'il est conforme au tableau de marche? Ouais, 12 tours. En même temps, c'est un de plus, mais c'est vrai que la consommation a été réduite en raison de la neutralisation. Et pendant ce temps, dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion, oh la bataille. Ah, Thomas Laurent, oh, dépassement par l'extérieur. Oui, il y parvient. Oh là là, superbe, audacieux Thomas Laurent. 3e du général, alors qu'il faut faire attention aux conditions d'adhérence, moins facile avec cette petite pellicule qui peut se former par endroits.